Alors, les bouffées délirantes de quelques êtres humains, la plupart des êtres humains ont des bouffées délirantes, mais certains s'amènent à l'église de Scientologie. Nous sommes avec donc un docteur en psychanalyse et psychopathologie. Vous travaillez à l'université du Mirail et vous publiez La Scientologie déchiffrée par la psychanalyse. Vous êtes Thierry Lamotte dans la collection Psychanalyse. Alors, on parlait des grands auteurs de science-fiction, tout comme le fondateur de la Dianétique et de la Scientologie, qui ont tous élaboré des systèmes dans leurs romans. Van Vogt. Les bouffées délirantes, on peut parler de Philippe Cadic aussi, qui ont inventé des mondes dans lesquels on peut se perdre et qui ressemblent parfois au monde d'aujourd'hui. Mais de là à fonder une église qui marche autant. Il a fondé une église qui marche beaucoup. Alors la question qu'on peut se poser, c'est quand on lit les ouvrages de Dianétique et de Scientologie, on s'aperçoit très vite qu'on a affaire à un système délirant. Ça me surprend toujours qu'on puisse y rentrer vraiment naïvement. Très vite, on s'aperçoit que là, on rentre dans un autre monde. Ce qui reste surprenant, c'est que beaucoup de gens, de sujets s'y engagent. Et il reste quelquefois 15, 20 ans, progressent plus ou moins là dans l'initiation. Mais vous l'avez étudié. Après, les gens qui sont concernés, peut-être qu'ils n'ont pas le recul nécessaire pour apercevoir ce délire. Peut-être, oui, c'est vrai. Le tout premier livre de Ron Hubbard, donc la Dianétique, la puissance de la pensée sur le corps, ce premier livre peut faire illusion parce que ça ressemble à une méthode psychothérapeutique. Mais les livres suivants, par exemple, il en a écrit un deuxième un an plus tard qui s'appelle Science de la survie, puis un troisième encore un an plus tard en 1952. Et en 1952, il a écrit un livre qui a été ensuite republié sous le titre Scientologie, une histoire de l'homme. Et alors ce livre-là, c'est une confabulation, il est complètement fou. C'est-à-dire qu'il nous propose de remonter sur les, je crois que c'est 6 trillions d'années en arrière, toutes nos vies antérieures. Oui, mais toutes les religions peuvent paraître délirantes finalement, et l'Église bâtie sur l'enseignement de Jésus, par exemple, ça peut sembler être la même chose à une autre échelle. Bon, c'est une question un peu de la provocation, mais... Ceci dit, qu'est-ce que vous en pensez? Bien sûr, oui. Mais quand on lit, on s'aperçoit, notamment dans ce livre dont je vous parle, Une histoire de l'homme, que c'est une confabulation très confuse. Au moment où il écrit, il était de nouveau il était en pleine bouffée délirante. Il était seul dans son délire finalement. Non, il était déjà entouré. Déjà entouré. Alors c'est les gens autour de lui qui ont construit l'église, sans doute, de Scientologie. C'est eux qui l'ont porté à cette place-là, en tout cas. Oui. Donc les sectes, puisqu'il s'agit d'une secte en France, je crois, la Scientologie. Oui, elle est caractérisée. Profitent des faiblesses des êtres humains, de certaines zones. En Afrique, peut-être, la Scientologie a un terrain de chasse. Oui. Tout nouveau. Oui, tout nouveau. Tout nouveau, c'est-à-dire que les pays africains et les pays de l'Est, c'est depuis quelques années, au moment où se sont mis un petit peu à vaciller leur tradition, leur système symbolique qui organisait les sociétés, à un moment où ça a commencé à se fendiller, il y a eu une déferlante de la Scientologie. Dans les pays de l'Est, c'est plus massif, c'est plus Est-ce que ça préoccupe les autorités en Afrique, Monsieur Toussaint? Est-ce que vous avez une opinion là-dessus? Bon, au début de l'année 2000, en fin des années 2000, il y a eu un drame qui s'est produit dans un pays d'Afrique de l'Est, je ne sais plus lequel, où des dizaines de personnes avaient été massacrées dans une église. Oui. Mais effectivement, on assiste depuis quelques années à une profusion d'églises et de mouvements de ce type-là. Oui. Bon, on a vu ça aux États-Unis aussi, c'est partout. Alors, mais est-ce que vous êtes préoccupé, vous, finalement? Pour la France, par exemple? Oui. Non, parce que c'est assez intéressant, parce qu'en France et en Allemagne, mais en France surtout, on va rester en France, il y a eu une tradition catholique, même si alors, la France était la fille aînée de l'Église pendant très longtemps, alors c'est plus vraiment le cas, puisque la France est laïque, la France c'est le pays de Voltaire, etc. Mais malgré tout, il y avait une structure symbolique inspirée par le catholicisme qui faisait rempart, qui rendait la France imperméable à ce type de doctrine et de mouvements. Les brèches s'ouvrent maintenant. Les brèches s'ouvrent, mais bien moins qu'ailleurs, parce qu'il y a une flopée de sectes qui viennent des États-Unis, des pentecôtismes, des évangélismes, qui n'arrivent pas à pénétrer réellement le sol français. Notamment Toulouse, qui reste... Notamment Toulouse, qui reste bien protégé, entre autres, Toulouse. Très bien. Alors, je vous rappelle que votre livre s'appelle La Scientologie déchiffrée par la psychanalyse, publié au Mirail. Vous êtes Thierry Lamotte et c'est assez intéressant, parfois ardu, mais parfois exigeant. Parfois exigeant, voilà. Le terme est plus... Mais il y aura une suite. Voilà, c'est-à-dire que là, ce livre-là, il est extrait de ma thèse, de ma thèse de doctorat, et il y en a toute une partie que je suis en train de retravailler. Voilà, ce sera la suite pour d'ici un an ou deux. Merci, vous restez avec nous également. On va terminer plus pacifiquement avec Christian Moretto et son invité. Bonsoir Christian, notre chroniqueur bio et qu'on retrouve à la radio toutes les semaines, bien sûr. Oui, tous les jeudis entre 17h et 18h sur Radio Occitanie avec Traversée. Alors vous êtes venu avec un paysan?
Oui, c'est Hervé Courned, donc, qui est Bonsoir, paysan boulanger dans le Quercy. Donc vous cultivez plusieurs variétés de blé ancien ainsi que du petit et grand épeautre. Vous faites partie avec d'autres producteurs du réseau Bio Tarn-et-Garonne. Vous participez à l'action initiée par le Pays Midi-Quercy et vous livrez du pain et des pâtes à des établissements scolaires. Le dimanche, donc 3 juillet, vous ouvrez votre ferme avec d'autres producteurs. Alors que va-t-il se passer exactement ce jour-là? C'est une journée destinée à développer l'agriculture biologique en Tarn-et-Garonne et en particulier en Pays Midi-Quercy, avec le soutien du conseil régional, de certains élus régionaux et locaux. Le but, c'est faire venir les gens, les urbains, les gens des villes, et entre autres de Toulouse, des grandes villes, sur ma ferme, pour qu'ils puissent découvrir exactement ce qu'est l'agriculture biologique, notre façon de produire, et ensuite... Ça se voit? Ça se voit. Oui. Ça se voit dans les champs, ça se voit dans l'assiette. Ce qui est très important. Et ensuite, je veux montrer une collection de blé ancien. C'est-à-dire, on démarre du blé sauvage il y a à peu près 10-12 000 ans jusqu'aux années 1950, où les sélections se font. On appelle ça des sélections paysannes, c'est-à-dire par le producteur. Dans les années fin 19e siècle jusqu'à 1950, on fait appel au semencier qui lui va faire des hybrides ou des manipulations génétiques, mais encore elles sont pures et morales. Oui. À partir des années 70-80, là on intervient avec des gènes de nanisme, pour parler du blé, hein. Je ne parle pas d'OGM encore, mais des gènes de nanisme. Et là, les premières allergies ou maladies cœliaques vont apparaître chez les humains. Et moi, quand je fais visiter ma collection sur ma ferme, j'explique un petit peu tout ce cheminement de la domestication jusqu'à 1980-90. Où tout bascule. Où tout bascule pour la santé humaine. Et je veux juste, puisqu'on parle de ça, juste souligner qu'on parle souvent de développement durable, ce qui est très juste, d'emploi durable, ce qui est tout à fait normal, mais on ne parle jamais de santé durable. Et en invitant les gens des villes sur ma ferme, je veux prouver qu'on peut faire de la santé durable pour les habitants des villes et des campagnes. Où se situe exactement votre ferme? À 10 km de Caussade, en Tarn-et-Garonne. J'habite exactement à mi-chemin entre Montauban et Cahors, en plein Quercy. Une petite région protégée de la pollution. Mais pas de la sécheresse. Mais pas de la sécheresse. Mais ceci dit, vos blés résistent justement, puisque Greg parle de sécheresse, mieux que les blés modernes. Tout à fait. Ce qu'on s'aperçoit quand on retravaille avec des variétés anciennes, c'est qu'elles ont ce qu'on appelle de la biomasse. Alors, elles ont une capacité à absorber du carbone, à stocker, à travers la chlorophylle, à stocker des éléments nutritifs, mais aussi elles ont un pouvoir racinaire très puissant. Donc, elles résistent bien à la sécheresse et elles ont la capacité à aller chercher des éléments nutritifs sans apport extérieur. Mais à force d'entendre les invités de Christian, ou nos invités qui sont des agriculteurs bio, je me demande, mais pourquoi est-ce qu'on a remplacé toutes ces espèces par des espèces pleines d'OGM, des espèces transformées si c'est moins bien? Pourquoi? Est-ce qu'on en revient au problème évoqué en Afrique? Est-ce que c'est une sorte de mainmise des industriels? Voilà. Là, vous touchez le cœur. Le cœur du problème. Ça va faire mal alors? Là, ça va faire mal. Ce qui est à la tête des produits pharmaceutiques, c'est aussi les semenciers. Donc, je parlais tout à l'heure de ce qui ont fait basculer un petit peu l'agriculture. Les labos pharmaceutiques, les semenciers, les labos de pesticides. En même temps, comme ils ont un monopole, ils sont aussi dans l'agroalimentaire. Oui. Voilà, donc, ils détiennent toute la chaîne. Leur intérêt, c'est de continuer à pourvoir les paysans et les agriculteurs en semences pour les tenir. Ah oui, aliénation. Oui. Alors que nous, nous sommes pour l'autonomie de nos fermes. Ça, c'est une chose qui n'est pas négociable. C'est comme en Afrique, nous ne négocierons pas là-dessus. Nous ne pouvons pas discuter. Notre autonomie matérielle, notre autonomie devient économique. Je vous souhaite également de réussir.
Bien sûr, vous allez réussir. Vous y croyez? Bien sûr. Sinon, j'aurais changé de métier. Ouais, ceci dit, il y a des murs, hein. Il y a des murs. Il y a des murs murs de l'argent. Il y a des murs. Il y a les murs de l'argent, il y a les murs des conceptions. Vous savez, quand on a des conceptions bien déterminées depuis très très longtemps, on est comme dans des ornières. On est lié par des garde-fous et tout changement nous font peur. Donc on n'a pas envie de... On sait qu'on pourrait avoir un petit peu plus de liberté de l'autre côté du garde-fou, mais aussi nos peurs intérieures, émotionnelles, font que nous ne pouvons pas quitter ce garde-fou. Donc c'est joli chez vous, hein, je suppose. C'est sauvage encore. Ah, c'est bien. Les nombreux Toulousains auront besoin de prendre l'air dans votre exploitation. Le 3 juillet. Le 3 juillet, à quelle heure vous ouvrez? La journée commence à 10h et finit vers les 18h. Mais souvent, les Toulousains sont friands d'expériences nouvelles, donc ça finit souvent beaucoup plus tard. Très bien. Votre nom est Hervé Cournède. Vous êtes sur Internet, ici ou là, je vous ai tracé ce matin. Vous étiez l'invité de Christian Moretto. Vous restez avec nous, bien sûr, pour les 2 dernières minutes de l'émission. Christian, je voudrais vous poser une question personnelle. Oui. Vous avez publié aux éditions Majarogi plutôt, Les enfants de la Garonne, qui est un petit livre que les adolescents peuvent lire. Ils vont découvrir un Toulouse plus ou moins disparu, mais un quartier que certains connaissent, Ampalo. Vous avez grandi ou vos personnages grandissent en tout cas? Effectivement, le personnage a grandi, mais j'ai grandi aussi dans ce quartier-là, où j'étais à l'école Léo Lagrange à Ampalo. Oui. Et donc c'est à la fois, ça se situe en mai 1964, et donc c'est à la fois, on va dire, basé sur les souvenirs, et donc les anciens comme moi pourront retrouver cette époque-là, où à l'époque, justement, l'école des filles et celle des garçons étaient séparées par un mur. Oui. Donc, il fallait franchir d'une manière ou d'une autre pour se comment rencontrer. Ça, mais on n'est pas obligé. Il faut laisser les filles tranquilles, vous le savez. Mais c'est pour de belles rencontres. Et donc, il y a ça, donc, ça peut être un retour sur l'histoire et en même temps, donc, les anciens pourront s'y retrouver, mais aussi les enfants d'aujourd'hui. Les anciens qui découvriront la place Esquirol telle qu'elle était à une certaine époque, une vie toulousaine qui a bien changé. Les rues qui ont changé de physionomie, le quartier lui-même d'Ampalo qui a changé de physionomie, qui était peut-être construit sur certaines bases et qui ont mal tourné. Alors il y a des photographies également qui sont signées Véronique Labre, où on voit notamment à l'école Léo Lagrange à Ampalo. Tout à fait. Une sorte de construction prison. C'est la même, sauf que le mur a disparu. Le mur a disparu. Mais il faudrait bien que les murs tombent un jour, ici ou là. Oui. C'est pas gagné. Hein. C'est pas encore gagné. Et où est-ce qu'on trouve votre livre, Christian? Alors, on le trouve dans un certain nombre de librairies, dont la librairie de la Renaissance à Toulouse, mais aussi Lire aux éclats à Plaisance-du-Touche, où je ferai d'ailleurs une signature mercredi prochain entre 17h et 19h. Est-ce que la poésie et l'écriture, ça peut sauver le monde? La poésie et l'écriture peuvent y participer, en tous les cas, en élevant les consciences et en tous les cas en se retirant un peu de ce monde pour après mieux y revenir. Bon, mais nous, on y reviendra quand même lundi pour continuer à creuser tout ça. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission, d'avoir conversé avec nous. Bon week-end, à lundi sur TLT. Merci Marlène.